Lausanne, New York, un podcast féministe des deux côtés de l'Atlantique. Salut Mélo! Salut Amy! On se retrouve aujourd'hui pour ce dernier épisode de l'année 2021. On va parler aujourd'hui de maternité et du désir de ne pas avoir d'enfant. Exactement, donc on va s'intéresser aux origines de ces injonctions à la maternité, voir à quel point elles découlent du patriarcat, mais surtout comment on y répond, et puis en fin d'épisode vous offrir des pistes pour tenter de s'en débarrasser. Donc pour commencer, on s'est intéressé à la place du patriarcat dans la maternité, avec comme point de départ cette citation d'Elisabeth Badinter, qui est une philosophe féministe française, qui dit, et je la cite, « Le bébé est le meilleur allié de la domination masculine ». Juste une petite précision Mélo, avant de te laisser aller plus loin. On va citer Elisabeth Badinter plusieurs fois dans cet épisode, par rapport à son travail sur la maternité justement, qui était vraiment précurseur dans les années 80, et qui est en fait toujours vachement d'actualité aujourd'hui, vous allez le voir. Par contre, je voulais juste préciser que la convergence de nos idées avec elle se limite vraiment à cette partie de sa carrière, cette partie sur la maternité, pas à la majorité de ses autres idées sur le féministe, spécialement ses idées récentes. Donc en 2021, la maternité constitue encore et toujours, on devrait dire à nouveau, le principal marqueur de l'identité féminine. La femme est faite pour être mère, sinon elle n'est pas complète et a raté quelque chose. Et on voit que la norme procréative, elle est dominante. Donc dans nos pays, du moins on a tout à fait intégré la première partie du slogan féministe des années 70, « Un enfant quand je veux, si je veux ». La deuxième partie, en revanche, le « si je le veux », reste beaucoup plus problématique pour les femmes. Et à l'inverse, on voit qu'un tel choix de vie il est légitime pour les hommes et il n'est pas autant questionné que pour une femme. Oui, tout à fait. Et la maternité, et avant cela le régime hétérosexuel dans son ensemble, où on est censé se mettre en couple, vivre ensemble, se marier, avoir des enfants, etc., c'est un régime qui est politique finalement et qui organise l'exploitation des femmes. Alors, je vois un peu d'autres personnes qui vont être là, « Oh mon Dieu !» Mais en fait, si on analyse la situation et qu'on prend un petit peu de hauteur, on voit que concrètement, le fait de se marier et d'avoir des enfants avec un homme, ça engendre pour les femmes toute une suite d'obligations et de responsabilités qui vont de soi, qui vont d'elles-mêmes en fait, mais qui ne sont pas vraiment en lien avec le fait direct d'avoir un enfant. Et en fait, tout ce petit groupe, ça maintient la femme en position de domination, en position de dominer. Et moi, je me demande vraiment, en fait, en quoi mettre un enfant au monde, ça donne presque automatiquement à la femme le devoir d'être en charge de tout le travail domestique, de la charge émotionnelle, de la charge mentale, et ça pour toute la famille. Et en fait, c'est vraiment cette question de en quoi devenir mère induit de devoir faire le ménage pour tout le monde, organiser les vacances pour toute la famille, maintenir un lien social en organisant des repas, en organisant des soupers, etc., de prévoir les cadeaux de Noël, les cadeaux d'anniversaire pour tout le monde, y compris pour les parents et la famille du conjoint, de prévoir les moyens de garde des enfants, etc. C'est vraiment une vraie question, en fait. Sur Twitter, on suit une femme suisse dont le pseudo est Fable, et puis elle poste des threads avec des observations féministes sur la parentalité, mais aussi sur le racisme et d'autres sujets. Et elle est très intéressante, elle a toujours des analyses qui sont très percutantes, et on a appris plein de choses grâce à elle. Et là, je lis quelques posts qu'elle a écrits sur le fait qu'avoir des enfants contribue à l'exploitation des femmes et parle aussi de cette notion de regret d'être devenue mère dont on va parler juste après. Donc, elle dit « On peut se préparer, être informé des inégalités dans le couple hétéro à l'arrivée des enfants, connaître le concept de charge mentale, mais on ne peut pas savoir avant d'avoir des enfants si on le regrettera. Choisir d'avoir des enfants ne signifie pas choisir d'être exploité. » Et cette fausse notion de choix est un des grands backlash envers le mouvement féministe. On nous dit qu'il faut assumer nos choix, quand le choix est de ne pas correspondre aux attentes sociales en n'ayant pas d'enfants ou d'accepter notre exploitation sans se plaindre en souriant. Un système qui se renouvelle sur le labeur gratuit d'un groupe social, c'est de l'exploitation. Le patriarcat capitaliste se renouvelle par l'exploitation de la classe femme à produire, travail domestique et reproduire, travail de soins aux enfants, sa force de travail. Voilà, donc on pourrait parler de parentalité ou de production d'enfants, qui est un terme hyper moche, mais c'est ce qui est utilisé dans les domaines de recherche. Parce que le simple mot maternité exclut les pères de l'équation, en fait, et suffit à hiérarchiser les sexes au cœur du système de genre.
Donc avec ça, on assigne aux femmes la responsabilité des enfants et ça a des conséquences réelles sur leur vie. On le voit, ce sont bien souvent elles qui réduisent leur taux de travail. Et puis, réduction du temps de travail, ça veut dire moins de salaire et parfois même aucun salaire si elles arrêtent de travailler. Alors, dans un monde parfait, ça serait pas forcément un problème, hein, si on se dit ok, les hommes travaillent productifs, les femmes travaillent reproductifs. Mais les études, elles montrent que les violences économiques sont ultra répandues et que les hommes utilisent ce levier comme encore un autre moyen de domination sur leur conjointe. Dans un monde parfait, les deux conjoints considéreraient le travail domestique comme du travail et il n'y aurait pas le conjoint qui contrôlerait par exemple les dépenses de sa conjointe, qui ferait des réflexions comme « c'est moi qui ramène l'argent, c'est moi qui décide ». Et puis après, sans parler de toutes ces femmes qui aimeraient quitter leur conjoint mais qui ne le peuvent pas parce qu'en fait, elles n'ont pas d'argent. Ça me fait penser juste, tu dis par rapport à produire, reproduire, il y a toujours cette notion en 2021 que la femme au foyer, elle glande. Oui. Pareil aussi pour le congé maternité, mais tu sais, c'est vraiment ce genre, ça va, tu restes à la maison, c'est tranquille. Je pense que les gens ne se rendent pas compte la logistique et l'espace mental qu'il faut pour faire tourner une maison, quoi. Même avec juste un enfant, le nombre de lessives, la nourriture, l'organisation, il faut se rappeler de ci, il faut se rappeler de ça. C'est un vrai travail. Et le fait que le travail de femme au foyer soit même pas rémunéré, mais moi je trouve que ça devrait être rémunéré. Alors, je dis pas que tu gagnes la même chose que je sais pas, quelqu'un qui a fait, j'en sais rien, 50 ans d'études, mais il devrait y avoir un revenu de base. Si. Parce que c'est un travail et tu rends service à la communauté, tu rends service à ta famille, mais aussi au reste de la communauté en restant à la maison. Exactement. Et oui, vraiment, payons les personnes au foyer. Pardon. Mais oui, ça devrait être rémunéré par l'État, vraiment. Oui. Parce que comme on le voit, si on réfléchit dans une logique capitaliste, c'est vrai qu'en fait, c'est les femmes qui reproduisent la société, qui font ce travail d'éducation et d'élever des enfants pour fournir des travailleurs et des travailleuses à la société capitaliste. Voilà. Donc, voilà. Ouais. Pardon, continue. Non, c'est très bien. C'est très intéressant. Et donc, la majorité des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes et la majorité des travailleurs pauvres, les working poor, en fait, c'est des travailleuses pauvres. Et moi, ça m'avait fait un petit réveil dans le cerveau parce que quand il y avait eu l'écriture inclusive, qu'en fait, jusque-là, moi, quand j'entendais ou je lisais travailleurs pauvres, je voyais, je sais pas, des masses d'hommes comme ça, des travailleurs pauvres, tu vois. Mais en fait, les working poor, en vrai, c'est en majorité des femmes, c'est des travailleuses pauvres. Ouais. Et ça va aussi de pair avec le fait que... Des femmes avec des enfants. Pardon, oui, bien sûr, ouais. C'est ça qui te marginalise un petit peu, hein, quand tu... Quand elles se retrouvent seules, c'est les mères célibataires, etc., hein, c'est sûr. Mais je disais aussi, ça va de pair avec le fait que ces professions dites, alors féminines, je mets ça entre guillemets, j'ai horreur de ce concept de profession masculine ou féminine, mais ce concept de profession féminine, elles sont moins bien payées. On en avait parlé dans l'épisode 7, qui était l'épisode sur l'éducation genrée, et moi c'est vrai que je connais plusieurs femmes qui ont arrêté de travailler parce que la crèche, ça leur coûtait presque autant que leur salaire mensuel, donc le salaire qu'elles gagnaient elles, et en fait finalement c'est quoi l'intérêt d'aller bosser pour gagner 2-3 francs de l'heure? Du coup, tu restes à la maison. Et c'est un énorme piège parce qu'en fait, elles sont du coup forcées de rester à la maison. Et absolument toutes les tâches, et ça, je mets vraiment l'importance sur toutes les tâches, elles finissent par leur incomber. Et ça inclut des trucs qui pourraient très facilement et qui devraient même être partagés entre les deux conjoints. Il y a juste ce concept qu'encore une fois, tu es à la maison, tu fous rien, et du coup, fais ci et ça. C'est super problématique. Et de toute manière, être une femme en général, c'est un énorme frein à la carrière. Ça, c'est aussi quelque chose dont on a parlé dans ce même épisode 7. Mais c'est ce concept que, en tant que femme ou en tant que personne de couleur, encore pire pour les femmes de couleur, on a ce concept de plafond de verre qui est que tu vas jusqu'à un certain stade de la hiérarchie. Et en fait, au bout d'un moment, tu te tapes la tête sur ce plafond de verre. Ça t'empêche d'aller plus haut. Et en fait, moi, ce que je me disais en préparant cet épisode, c'est que en tant que femme, on est moins bien payé. On se tape la tête sur le plafond de verre. On est relégué à rester à la maison pour s'occuper des mômes et du ménage. Et en plus de tout ça, on est victime. Alors, de cette discrimination à l'embauche, quand on est en âge de procréer, c'est illégal en Suisse. Mais moi, on m'a déjà demandé durant un entretien si je comptais faire des enfants et quand. Alors, en l'occurrence, moi, j'avais envoyé bouler le mec. Et j'avais quand même eu le job.
Mais c'est hyper délicat. On n'est pas toutes en mesure de risquer un job par principe, juste parce que t'as pas envie de répondre à des cons. C'est ça, ouais. Et puis moi, tu vois, c'est marrant, on m'a posé exactement la même question il y a 3 ans. Tu feras un entretien d'embauche, j'avais 31 ans. Et puis, cette question, elle est tellement injuste parce que tu vois, t'as pu répondre et puis ça s'est bien passé. Mais en fait, au moment où elle est posée, on est dans une situation de merde parce que si tu lui dis c'est illégal de me dire ça, il peut mal le prendre et puis il va te prendre. Si tu réponds pas, tu risques la même chose. Si tu lui dis oui, je prévois un enfant dans 3 mois, il va pas te prendre. Ouais. Donc, si tu dis que tu veux pas d'enfant, il va peut-être penser que t'es bizarre. Ou que tu mens. Non, et c'est un privilège. C'est pas juste. Le fait que j'ai pu... Après, moi, je suis un peu une grande gueule. Mais le fait que j'ai pu regarder ce type dans les yeux et lui dire, donc, de 1, ça vous regarde pas, et de 2, c'est illégal. C'est un énorme... quoi quand t'as dit ça? De 1, ça ne vous regarde pas, et de 2, c'est illégal. Oui, mais lui, il a répondu quoi? Il a rigolé, c'était un débile. Hein. Et parce que je lui ai dit aussi, je lui ai dit, c'était dans une pharmacie, je lui ai dit, vous saurez que c'est illégal et que je peux vous reporter à l'ordre des pharmaciens pour m'avoir demandé ça. Alors il a rigolé. Okay. Mais le fait même que j'ai pu oser dire ça, parce que ça veut dire que j'avais pas besoin à ce point-là d'un travail, c'est un énorme privilège aussi. Oui. C'est un énorme privilège, je veux dire. Et c'est vraiment... Bon, en l'occurrence, lui, c'était vraiment un gros débile, parce qu'ensuite, il m'a raconté que quelques mois après, un jour, on était en salle de pause, et il me dit... Tu sais pourquoi je t'ai engagée? Parce que vous étiez 2 sur le poste. Puis je lui regarde, je dis, je sais pas, peut-être parce que j'étais plus qualifiée. Enfin... Il me dit, non, t'étais plus jolie. L'autre, elle était un peu grosse. Mais non. Oui, non, bah là, c'est pour situer un peu le problème, je veux dire. Voilà, donc c'est vraiment un blaireau. Mais encore une fois, c'est un énorme privilège et on n'a pas toutes ce privilège. Si j'avais été une mère célibataire avec des enfants et que j'avais eu besoin de travailler, j'aurais pas pu l'envoyer bouler. T'aurais pas raison, ouais. Voilà. Exactement. Mais vraiment, par contre, j'aimerais vraiment connaître le nombre de femmes et aussi le nombre d'hommes à qui on a demandé ou pas demandé ça. On pourrait faire un sondage sur Instagram. Ce serait une bonne idée. Juste pour voir, parce que je pense que, clairement, on est 2, c'est du 100%. Moi, j'ai demandé ça à mon mec, lui, ça lui est pas arrivé. Ah ouais, non. Et du coup, je pense que ce serait quand même intéressant d'essayer de faire nos propres petites statistiques à notre échelle, à notre propre échelle. Non, mais du coup, je continue sur la sympathique liste que j'avais commencé avant. Donc, il y a aussi la discrimination aux promotions des mères, parce qu'on assume aussi qu'elles vont devoir partir plus tôt pour aller chercher les enfants à la crèche, ou bien que c'est elles qui resteront à la maison quand le gamin il est malade. Et à raison, en général, parce qu'encore une fois, c'est souvent le cas. Et du coup, l'entreprise, elle va pas prendre le risque de promouvoir quelqu'un qui sera potentiellement moins disponible. Donc, du coup, ça te passe sous le nez. Il y a tous les trous dans les CV qui sont dus au congé maternité, les écarts de salaire qui se creusent à cause du fait que vous êtes parti pendant 4, 5, je sais pas combien il est le congé maternité en Suisse, mais 3, 4, 5 mois. 4 mois, oui. Vous êtes parti pendant 4 mois, on va pas vous donner une augmentation. Du coup, c'est une problématique, hein. Exactement. Et puis il y a aussi toutes ces femmes qui ont été licenciées pendant leur grossesse ou à leur retour de congé maternité. Et même si c'est illégal, mais c'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, la RTS avait fait un reportage là-dessus. On vous mettra le lien dans l'épisode, mais c'est dramatique. Moi, je connais plusieurs personnes à qui c'est arrivé d'ailleurs. Et ils disent quoi comme excuse? Parce que dans le reportage de la RTS, si vous nous écoutez, pas la TSR, on m'a fait remarquer dans les commentaires Instagram que je disais que j'étais vieille la dernière fois alors que je parlais de la TSR et quelqu'un m'a dit le problème c'est pas ton âge, le problème c'est que tu dis toujours TSR. Bref. Dans le truc justement de le reportage de la RTS, il disait on m'a licencié, on m'a dit on a juste éliminé le poste. C'est ça aussi qu'on avait dit à tes connaissances ou à tes amis? Ouais, ou quoi, qu'on avait donné ces dossiers à d'autres personnes et que du coup il n'y avait plus besoin ou des trucs comme ça, Dans quel monde Non, mais dans quel monde c'est normal, quoi. Ouais. Et puis, du coup, on se demande, est-ce qu'imposer un congé parental de même durée aux 2 parents, et ça dans un laps de temps défini, ça ne serait pas un début de solution pour régler ce problème? Alors, ça ne réglerait pas tous les problèmes, mais peut-être que ça serait un début d'idée. Ouais, ça enlèverait déjà ce simple concept que quand la femme a un enfant, elle quitte le travail pendant 3-4 mois, tandis que l'homme, il reste, quoi. Ce serait déjà, à la base, une inégalité en moins. Mais ce qui puis de le rendre obligatoire. Parce que quand c'est pas obligatoire, en fait, après, les pères le prennent pas parce que c'est mal vu. Ouais, non, c'est ça, vraiment, le concept de laps de temps. C'est-à-dire que vous devez prendre X temps, de préférence le même temps que la mère. Vous devez prendre, j'en sais rien, vos 4 mois, dans la première année de l'enfant. Ouais.
Mais après, tu vois, quand il y a des pays il y a des pays qui le font, et il y a eu des propositions, même en Suisse, mais ça hurle. Enfin, les hommes, ils sont pas d'accord. Et c'est rigolo, ils sont pas d'accord parce qu'ils voient que du coup, ils vont perdre leurs privilèges. C'est toujours ça. Non, mais c'est ça. C'est ça. Et c'est très intéressant aussi de voir, encore une fois, je sais que not all men, je sais que tout ça, mais il y a quand même ce concept de personnes privilégiées qui veulent pas perdre leurs privilèges. Ah ouais. C'est quand même un truc de fou, hein. Mais par contre, moi, ce que je trouve qui est hyper intéressant à réaliser, c'est que la société, elle glorifie la maternité. Hein, c'est le truc qu'il faut faire, c'est important, surtout pour les femmes, c'est indispensable. T'es pas complète tant que tu ne l'as pas fait, etc. Mais en parallèle, elle offre que très très peu d'aide pour que ça se passe bien, au niveau sociétal, et au niveau individuel, on perpétue les injonctions qui rendent finalement les femmes malades. Le taux de natalité en Suisse en 2019, on était à 1,48 enfants par femme, contre 1,87 en France. Et franchement, moi, je le comprends quand tu vois à quel point la Suisse, elle n'a pas de politique nataliste. Exactement ce dont on vient de parler. Il n'y a pas de congé paternité, il n'y a pas ou peu de solutions de garde. C'est la galère de faire garder ses gosses. Il n'y a pas assez de place en crèche. Il n'y a pas assez de place en crèche. Je veux dire, toi, tu le sais, tu as une entreprise qui propose des solutions de garde d'enfants. C'est un problème qui est réel. Il y a très peu de subventions. Tu regardes comparé à la France, ils ont la CAF ici, la CAF là, le truc de la caisse d'allocation familiale. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Alors, après, c'est peut-être un autre problème aussi de filer du fric comme ça à droite à gauche. Mais il y a quand même... Bon, c'est pas la panacée non plus, hein. Non, mais c'est ça, je veux dire. Il y a un monde quand même entre la Suisse où tu as vraiment très très peu, voire rien. Ouais. Et la France, quand même, ils sont du coup plus natalistes. Et puis aussi, un truc qui est super important, dont on parle beaucoup maintenant, il n'y a aucun suivi postpartum. Ouais. Je veux dire, les femmes en postpartum, il y a le baby blues, il y a des risques de faire des dépressions postpartum. Et en fait, une fois que tu as expulsé l'enfant, on te lâche dans la nature. La société te lâche dans la nature, il n'y a aucun suivi psy. La famille, elle arrive, tout le monde s'inquiète du bébé, tout le monde s'occupe du bébé, personne s'occupe de la maman. C'est super problématique. Et moi, je trouve que ça fait hyper peur. Et franchement, ça fait pas envie non plus, quoi. Enfin, moi, je me dis, tu étais vraiment... Tu fais des enfants pour le bien de la société, finalement. Et en fait, on te lâche dans la nature. Pour toi, quand même, hein. Oui, mais en attendant, si plus personne fait des enfants, plus personne ne paiera l'AVS, plus personne... Enfin, je veux dire, faire des enfants, c'est quand même... Ouais. Dans nos pays riches, c'est quand même important, quoi. Bien sûr, tu fais des enfants pour toi-même, mais je pense qu'il y a quand même, au niveau sociétal du pays et au niveau sociétal du cercle restreint, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus à faire pour aider les nouvelles mamans, quoi. Ah, ça, ouais, bien sûr. C'est ça que je voulais dire. Pardon si je me suis mal exprimée, c'est ça que je voulais dire. Je pense qu'il y a beaucoup à faire aussi pour pas lâcher les gens dans la nature, quoi. Et aussi, responsabiliser les pères. Ça, ce serait déjà un grand pas en avant, hein. Partager les tâches de manière vraiment égale. C'est ce que tu disais avant sur la tâche maternelle, Mélo. C'est super important, c'est indispensable. Et puis comme ça, par exemple, un exemple parmi tant d'autres, mais quand le petit, il est malade, c'est pas toujours madame qui s'y colle, quoi. Et d'ailleurs, je lisais sur Twitter, il y a un compte qui s'appelle la charge mentale pédiatrique, qui recense des anecdotes de papas qui s'occupent de leurs enfants, qui essayent. Alors, je vais vous en lire 2 rapidement. Moi, j'adore ce compte. Alors, j'adore parce que ça me fait hurler de rire. C'est une horreur. Ça me fait hurler, ça me fait penser. Mais je vous en lis 2 là que j'ai sélectionné spécialement pour vous. Une femme qui tweet: ça me rappelle mon mari. 3 enfants, un vaccin à faire pour un des 3. Il a bien ramené le vaccin, il a bien ramené le carnet de santé, mais il n'a pas pris le bon gamin. Non mais c'est fabuleux quand même quand tu penses, c'est fabuleux. Et puis une autre que j'ai trouvée aussi très drôle, qui n'a rien à voir avec le médical du coup, mais qui dit: j'organisais l'anniversaire de mon fils, et donc j'envoyais des messages à des amis qui ont des enfants, et à un ami masculin qui a un enfant. Et j'étais contente et presque fière d'écrire au moins un mec. Et donc, c'est le seul dont l'enfant n'est pas venu. Le père avait oublié. Oh mon Dieu. Enfin, voilà. Mais ça fait peur. Des fois, tu te demandes s'ils arrivent à garder les enfants en vie, en fait, si on n'était pas là. Hein. Non. Après, voilà, il y a extra... Mais moi, je connais un tas de très très bons papas. Mais c'est vrai, franchement, allez voir ce compte. Ça s'appelle Charge mentale pédiatrique. C'est sur Twitter. Le nombre d'anecdotes. C'est vraiment un truc de malade, quoi. C'est vraiment un truc de malade. Et vraiment, ça nous renvoie... Alors, encore une fois, moi, j'en rigole et tout, mais... ça nous renvoie à cette notion dont on a parlé un petit peu plus tôt. Vraiment, ces données de charge mentale, de charge émotionnelle, de charge familiale, et qui va avec un autre sujet qu'on a développé toujours dans cet épisode, ce double épisode sur
l'éducation genrée, merci, autour de ce sens féminin du devoir. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est que les petites filles, en fait, elles sont éduquées à être tournées vers le soin aux autres, à trouver une satisfaction, une validation dans le fait de prendre soin des autres. Et du coup, la maternité, c'est quand même un peu l'apothéose de cette injonction. On attend beaucoup des mères, on attend qu'elles sacrifient leur vie pour leurs enfants. Et puis, on a souvent l'impression que plus le sacrifice est grand, plus elles sont de bonnes mères. Et avec cette idée, on arrive du coup mieux à comprendre pourquoi les femmes qui ne veulent pas d'enfants, elles sont plutôt mal perçues, mal jugées dans la société et elles peuvent être aussi traitées d'égoïstes, en fait. Et là, je lis un autre petit texte de fable sur la différence de la socialisation à la parentalité entre les femmes et les hommes. Et elle dit « La plupart des mecs disent qu'ils s'occuperont à part égale de leurs enfants avant d'en avoir. Puis, quand ils deviennent pères, ne prennent en charge qu'une infime partie de tout le travail reproductif de leur famille. Leur beau discours qu'ils ne mettent pas en pratique. Et trop souvent, ils parlent de leur besoin de retrouver une vie intime de couple sans tenir compte de l'épuisement lié au travail de combler les besoins physiologiques et émotionnels d'un bébé. Ils ne sont pas épuisés puisqu'ils n'assument pas leur part égale de ce travail. La socialisation de la parentalité pour les mères en couple hétéro, c'est de devoir faire passer leurs propres besoins, y compris physiologiques, après les besoins physiologiques et émotionnels de leur bébé et après les besoins physiologiques et émotionnels de leur conjoint. Voilà. Chouette. Donc maintenant, chouette. Beau programme. On enchaîne. Beau programme. Là, on enchaîne sur du coup les normes sociales en fait. Et alors, et toi aussi, Amy, on a l'âge un peu où... Pas du tout. Oui. Pas du tout. Oui, J'ai 23 ans. Qu'est-ce que tu me racontes là? Oui, bon, c'est bon. Où c'est habituel. Où c'est habituel, enfin plus ou moins, ou dans la norme en tout cas. Normal, femme, ouais. Voilà, ouais, d'être en couple, d'être mariée, ou d'avoir des enfants. Et j'observe quand même depuis plusieurs années à quel point les normes sociales influencent quand même beaucoup les trajectoires des individus. Ouais. Je vois avec souvent quand même, ça m'étonne chaque fois en fait, de voir le nombre de likes que récoltent les annonces de grossesse ou de mariage sur les réseaux sociaux. Et quand on prend un peu de recul, c'est dingue comme on est validé à titre individuel quand on entre dans le moule aussi. Et puis on voit quand même que c'est assez réconfortant aussi à titre individuel de se sentir comme les autres. Bien sûr. Et puis là, pour revenir sur le sujet de la maternité, on voit à quel point... on voit quand il y a des gens qui ont des enfants, et souvent ils insistent pour que ceux qui sont autour d'eux en aient aussi. Et moi, ça m'est pas mal arrivé à une époque, en fait, où dans mon entourage, toutes les femmes commençaient à devenir mères. Et on en parlait à chaque repas. Et chaque fois, elles me demandaient « Mais est-ce que tu es sûre que tu n'en veux pas aussi ?» Et ça revenait chaque fois. Et puis, à un moment donné, en fait, il y en a une d'entre elles qui a dit en fait, on va arrêter de parler de ça à chaque fois. Enfin, si elle a dit qu'elle n'en voulait pas, c'est qu'on va arrêter de revenir. Et du coup, ça s'est arrêté. Mais c'est vrai que ça a quand même duré quelques mois où, en fait, c'était tout le temps. Et ça, moi, ça m'arrive encore. Ça m'arrive encore. Alors, souvent, c'est une petite blagounette, tu sais. C'est « Et alors, vous, c'est pour quand ?» Non, mais moi, ça me fait pas marrer, en fait. Ça me fait pas marrer parce que déjà, on va en reparler après, ça regarde personne, même si t'es une copine, même si t'es de la famille, ça vous regarde pas. Oui. Et puis, je vous ai déjà dit, non pas pour le moment, c'est bon, le jour où ça arrive, si ça arrive, vous serez les premiers informés, vous inquiétez pas. Mais arrêtez quoi, arrêtez. Et j'écoutais un podcast il y a quelques semaines, c'était une discussion entre une femme qui a des enfants et une femme qui n'a pas et qui ne veut pas d'enfants. Et celle qui n'avait pas d'enfants, elle posait la question à celle qui avait des enfants, elle lui disait, mais pourquoi toutes mes copines, dès qu'elles ont des enfants, elles se mettent à me harceler, en fait, pour que j'en aie aussi. Ah ouais. Alors, l'autre a répondu sous forme de blague, mais elle lui dit, tu sais, je pense que c'est quand quelqu'un se rend compte, donc celle qui a des enfants répond, tu sais, je pense que c'est que quand quelqu'un se rend compte qu'il a pris une mauvaise décision dans sa vie, il aimerait bien pousser les autres à prendre une mauvaise décision pour se sentir moins seul. Non, alors, c'est un podcast qui est très drôle, etc., voilà. Mais en fait, moi, c'est vraiment une question que je me pose, c'est pourquoi... des filles avec qui tu parlais jamais de parentalité, jamais, c'était même pas un sujet, du moment où elles sont mamans,
elles se mettent à te poser la question, elles se mettent à vouloir t'entraîner avec elles dans cette aventure de la parentalité. Moi, c'est vraiment une vraie question que je me pose. Et s'il y a des mamans qui nous écoutent et qui l'ont fait, sans jugement, vraiment, pourquoi? C'est juste, ça m'intéresse de savoir. Peut-être que c'est parce que c'est tout d'un coup un sujet qui est dans ta tête tout le temps, etc. Mais moi, c'est vraiment sans jugement quelque chose qui m'intéresserait quelque chose auquel j'aimerais vraiment avoir une réponse, en fait. Ah, c'est vrai. Et juste pour ajouter à cette notion de norme sociale, il y a d'ailleurs très très peu de child-free dans la société. Les child-free, c'est ces personnes qui n'ont pas d'enfants par choix, à ne pas confondre avec les childless, qui sont des personnes qui aimeraient avoir des enfants mais qui n'en ont pas ou qui ne peuvent pas en avoir. Il y a, sauf erreur, moins de 10% de personnes qui n'ont pas d'enfants dans la société, ce qui est quand même très peu quand on y réfléchit, mais de ne pas avoir d'enfants par choix, c'est super difficile en tant que femme, par rapport à cette norme procréative dont tu parlais juste avant, parce qu'on va vraiment à l'encontre de cette norme, on ne suit pas les injonctions de maternité, et la société patriarcale, elle n'aime pas qu'on ne rentre pas dans le moule. Non. Et c'est vraiment cette idée qu'en tant que femme, on croule sous les injonctions. On en avait parlé en long, en large, en travers, dans notre épisode notamment consacré au sexisme dans la presse écrite. C'était l'épisode 2. On en avait parlé encore dans notre double épisode sur l'éducation genrée, épisode donc 6 et 7. Et on voit aussi que la maternité, au niveau des injonctions, elle ne fait pas exception, malheureusement. Exactement. Ouais. Une des plus grosses injonctions à laquelle sont confrontées les mères, qu'elles soient toutes jeunes mamans ou qu'elles aient donné naissance il y a des décennies, c'est ce concept d'être une bonne mère. Donc non seulement c'est ridicule, parce que la définition même de bonne ou mauvaise mère, c'est au final très subjectif, mais en plus c'est une notion qui évolue avec le temps. Par exemple, dans les années 80, être une bonne mère, c'était être une working girl accomplie et une femme comblée. C'était l'époque du lait réchauffé au micro-ondes et des petits pots préparés, ou encore les dimanches matins devant le club Dorothée pendant que les parents dormaient. Et puis, être une bonne mère, c'est aussi ne pas s'oublier en tant que femme, quitte à faire bouffer des surgelés aux mômes. Et 40 ans plus tard, on a fait un bond, on dirait, de 70 ans en arrière dans la notion de bonne maternité. Là, il y a l'allaitement long et à la demande, il faut faire des petits pots bio maison et de saison. Il y a le cododo, il y a les couches jetables, il y a les activités Montessori tout en travaillant. Donc en fait, il faudrait être une parfaite mère des années 50, tout en faisant carrière et en n'oubliant pas, en plus, de rester une femme avec tous les diktats physiques que ça implique et disponible pour son mari. Ouais. Et on n'est pas du tout en train de critiquer le cododo, l'allaitement long, etc. C'est pas ça. Le problème, c'est qu'on soit forcé de checker toutes ces cases, sinon on est considéré comme des mauvaises mères. C'est ça le problème. C'est le fait de faire ce qu'on a envie, ce qu'on peut, ce qu'on veut, mais de ne pas devoir le faire sous prétexte d'être catégorisé mauvaise mère. Et la cerise sur le gâteau, c'est que tout ce système, il est super bien ficelé, il est surtout perpétué par des femmes elles-mêmes, entre elles, qui hiérarchisent ce concept de bonne mère au-dessus de la mauvaise mère. Et en fait, souvent, on voit aussi que ça monte un peu les mères qui travaillent comme celles qui ne travaillent pas. Ça compare les mères, t'as arrêté d'allaiter au bout de 4 mois, c'est dommage quand même. En fait, ça hiérarchise, ça culpabilise ces mères qui finalement font du mieux qu'elles peuvent, et ce qui est déjà vraiment, vraiment bien, quoi. Et je pense que toutes ces remarques qu'on entend, qu'on reçoit et qu'on fait, comme je disais, elles proviennent majoritairement des femmes, et je pense que c'est vraiment cette idée que la parentalité, elle demeure un sujet qui est quasiment féminin. C'est Fiona Schmidt qui dit ça dans son livre Lâchez-nous l'utérus. Et c'est pas forcément qu'on veut être méchante entre nous, c'est juste qu'on fait, encore une fois, on est conditionné à penser qu'il y a une bonne forme de parentalité et une mauvaise forme de parentalité. Et on essaie de se tenir accountable à tous ces petits points. À ces dictats, ouais. Mais c'est hyper toxique. Ne le faites pas à la maison. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. Non, mais c'est vrai. Ça vient de la société patriarcale dans laquelle on vit, mais c'est vraiment à éviter. Oui, et en plus, tu vois, là, ça me fait penser, parce que tu dis ça, mais c'est cette rivalité entre femmes, en fait, qu'il y a tout le temps et qu'il y a finalement sur tous les niveaux. C'est qu'on on se juge les unes les autres sur les physiques, sur plein de trucs, et puis finalement, on fait exactement la même chose sur comment l'autre est mère, en fait. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est vraiment un truc sur lequel il faut réfléchir là-dessus et puis s'y arrêter en tant que femme. Parce que en jugeant les autres femmes,
au fond, on se juge finalement nous-mêmes. Hein. Ouais. Et puis, dans le livre « Lâchez-nous l'utérus » de Fiona Schmidt, elle signe un témoignage qu'elle avait reçu sur son compte Instagram. Et je cite, « On souffre toutes des remarques faites par les autres et de la pression de la société. Mais en vrai, les autres, c'est nous. Et cette pression, c'est nous qui nous la mettons toutes seules. Ça paraît fou de se dire qu'on se plaint d'un truc qu'on s'inflige les unes les autres. En fait, on est les tyrans de nous-mêmes. » Ouais, nous-mêmes et entre nous. Et nous-mêmes et entre nous, ouais, exactement. Et je pense vraiment que d'être plus tolérante avec les autres et arrêter de critiquer les autres, ça a un effet sur nous après, en fait. On est aussi plus tolérante avec nous-mêmes. Bien sûr. En 2010, Nicole Gottschalk, la rédactrice en chef d'un magazine féminin suisse alémanique, disait « Une super mère est une mère qui n'a pas l'air d'être une mère. » Alors bon, c'est toxique quand on y pense, parce que ça force les femmes à cacher qu'elles galèrent, par exemple, et ça donne l'impression à celles qui galèrent qu'elles sont seules et moins bien que les autres, vu qu'elles n'y arrivent pas. Et franchement, il faut quand même bien garder un truc en tête, c'est que c'est la même chose chez tout le monde. C'est facile pour personne. Et si quelqu'un est là en train de vous dire que tout est parfait, tout est facile, franchement, c'est probablement pas la vérité. Hein. Non, probablement pas. Et le revers de cette médaille, qui est déjà bien indigeste, hein, une petite médaille en chocolat, c'est le sujet qui nous intéresse aussi aujourd'hui. Ce sont ces injonctions et ces jugements faits aux femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants, ou même juste qui n'en ont pas encore. Alors, il y a déjà deux inégalités nichées, si je puis dire, au sein de cette problématique elle-même. La première, c'est la question autour du désir d'enfant, ou de la parentalité, et cette question qui vient des femmes elles-mêmes. Et la deuxième, c'est que ces questions, en plus de venir de femmes, elles sont systématiquement posées aux femmes. Moi, j'ai plus de 30 ans, je suis mariée, et je peux te dire que c'est toujours à moi qu'on pose cette question. Le « alors, c'est pour quand ?» Alors, toujours pas. Mon mec, lui, il vit sa petite vie, il vogue la galère tranquillement. À part quelques personnes de sa famille directe, parce qu'ils ont bien compris qu'il faut arrêter de me demander à moi. C'est toujours... Oui, voilà. C'est toujours pour moi. Tout le temps. Et avec ça, on voit qu'il y a quand même vraiment cette notion que le corps des femmes, il appartient à la société. Et que du coup, il est approprié de demander à une femme quelle utilisation elle fait ou compte faire de son utérus. Si vous parlez anglais, on vous conseille l'excellent podcast We Are Child Free avec Zoé Noble et particulièrement l'épisode You Are Enough avec le docteur Kate Thomas. Elle dit « Le corps des femmes appartient à tout le monde, sauf à elle-même. Il appartient à la société, à son père, qui le donne ensuite à son mari, qui va faire d'elle une mère et donner son corps à ses enfants. Il n'y a pas un seul moment dans la vie d'une femme durant lequel son corps lui appartient vraiment. » Et ça m'a fait penser, je trouve que c'est le même principe quand on rétorque à une femme qui ne veut pas d'enfant. Il y a tellement de femmes qui aimeraient en avoir et qui ne peuvent pas, et toi, tu décides volontairement de ne pas en avoir. Non mais, comme si on avait des utérus communicants, tu sais, Non mais, putain, non mais ça c'est vrai, j'y avais pas pensé. Non mais c'est ça en fait. Ouais. Ah mais parce que du coup, il y en a d'autres qui peuvent pas en avoir, ça va leur changer leur life que moi, j'en ai, du coup. Non mais en fait, tu vois, c'est abusé quand même. Bon, du coup, je vais y aller un coup. Hein. Bon, une fois n'est pas coutume, mais sans déconner. Mélo, tu couperas cette partie, on fera un extrait, on le mettra partout. Arrêtez de demander aux femmes si ou quand elles comptent faire des enfants. Je vous en supplie, par pitié, arrêtez de poser la question. Non mais moi, ça me rend malade. Franchement, ça me rend malade. On va parler du concept d'instinct maternel dans quelques minutes. Mais je pense qu'il y a deux choses qu'il faut vraiment s'enlever de la tête. La première chose, c'est que toutes les femmes veulent automatiquement des enfants. C'est pas vrai. On peut être une femme accomplie, on peut être heureuse et ne pas vouloir d'enfants. Femme et ne pas de problème psy. Oui, tu sais. Oui. Non, enfin, on va juste aussi. T'as eu des problèmes avec ton papa? Non. Oh, ouais. Non. Ou une enfance difficile ou quelque chose. Non. C'est pas forcément ou peut-être, mais c'est ça, c'est pas forcément. Peut-être, ouais, mais c'est pas, ouais. Ça peut être une décision mûrement réfléchie. Je m'énerve, j'avais dit que je m'énerverais, je m'énerve. Non, et la deuxième chose qu'il faut que les gens comprennent à la maison, c'est que le choix d'une femme, quel qu'il soit, ne vous concerne pas qui que vous soyez. Même si vous êtes de la famille, même si vous êtes un ou une amie proche.
Une femme, elle ne vous doit pas de petits-enfants, de petits-neveux, de petits copains pour jouer avec votre propre enfant. Et une femme ne vous doit pas de réponse. Sans déconner, ça vous regarde pas. Et je sais qu'en général, quand je m'énerve contre les gens qui me posent la question, ils sont là, ça sert à rien de t'énerver. Mais en fait, c'est vraiment... Je pense que c'est... Il y a une donne qui est culpabilisante là-dedans. Et vraiment, mon utérus, mon problème, quoi. Ça vous regarde pas. Je pense qu'il faut vraiment qu'on se remette en question en tant que société, aussi en tant que femme, quand ça nous prend de demander ce genre de choses. Par contre, plus, et je le répète encore une fois pour les deux du fond qui pionceraient vers le radiateur, c'est pas votre problème, hein, mais vous pouvez aussi être en train de poser la question à une femme qui est stérile, qui a des problèmes à concevoir, qui vient de faire une fausse couche ou 8 fausses couches. Les possibilités, elles sont infinies. Je veux dire, vraiment, vraiment, s'il vous plaît, arrêtez. C'est pas quelque chose à faire. Merci d'avoir assisté à mon TED Talk. Ouais. Non, mais vraiment. C'est ça, merci. Mic drop. Ouais. Non, mais c'est important. Ouais. C'est important. Je veux dire, imaginez simplement, outre le fait que vous cassez les couilles, excusez-moi, à celles qui en veulent pas, les affaires, voilà, vous nous cassez tout ce qui se passe, à celles qui en veulent pas, en parallèle, si ça se trouve, vous arrivez comme un cheveu sur la soupe en disant alors, toujours pas de bébé, la personne elle a fait une fausse couche la veille. Oh non, bravo. Clairement, pardon, je termine. Et puis vraiment, si on veut faire du small talk, en fait, il y a d'autres sujets que nos utérus. On peut parler du temps qu'il fait ou de ce qu'on a mangé à midi. Et puis, par contre, c'est quand même un truc à changer en soi. Parce que, tu vois, même si je sais qu'on ne pose pas la question et tout, je vois que... Alors maintenant, j'arrive à... Elle sort plus. Mais je vois que elle me vient quand des fois je suis avec des femmes ou comme ça, tu vois. Mais bien sûr. Que j'ai envie de poser la question, tu vois. Par exemple, ce week-end, j'ai fait un repas avec des amis qui venaient de se fiancer il n'y a pas longtemps. Et du coup, à un moment donné de la soirée, je me suis dit, on leur demanderait bien s'ils vont bientôt faire des enfants. Et en fait, je me suis dit non. Et du coup, j'ai pas posé la question, puis on n'en a pas parlé. Mais voilà, il faut juste... Tu vois ? C'est fou cette capacité d'arriver à faire passer tes pensées dans ton cerveau d'abord avant qu'elles sortent de ta bouche. Non mais voilà. Moi aussi ça me vient souvent sur... Il faut se reconditionner en fait. C'est ça, et penser avant de parler. Moi ça m'arrive aussi souvent, des copines qui ont un seul enfant, tu te dis ah bah tiens l'enfant, ce serait sympa s'il avait un petit frère ou une petite soeur. Et en fait après je me dis, de un ça me regarde pas, de deux qu'est-ce que je m'en fous. Et de trois encore une fois tu sais pas ce qui se passe chez les gens. Donc ne posez pas la question. Non vraiment. À la place réservez-vous une cuillère de houmous. Non mais tu sais, c'est ce truc pour les personnes qui ont de l'anxiété, si t'as des pensées intrusives, occupe tes mains, c'est ça. Si vous vous dites, je vais lui demander pourquoi elle n'a pas encore de bébé. Faites quelque chose avec vos mains, je n'ai pas fait du macramé. Non mais vraiment. Vraiment, ouais. Ou c'est le truc de l'élastique là. Pardon. Arrête. Ah oui, exactement. Est-ce que tu vas faire un bébé plat? Pardon. Ouais, non, c'est très bien. Donc, la deuxième notion aussi qu'on voulait développer dans ce chapitre sur les injonctions, c'est la problématique de si tu procrées pas, il faut créer à la place. Et c'est cette peur un peu ancestrale de se dire qu'est-ce que tu vas laisser derrière toi si tu n'as pas fait d'enfant. Et en fait, ce qu'on voit souvent, c'est que la société, elle attend des femmes qu'elles créent quelque chose. On le voit dans les médias, on utilise souvent quand même le terme accoucher, par exemple, d'un ouvrage pour les autrices ou d'une œuvre pour quelque chose d'autre. Voilà, j'ai mis au monde un projet ou mon entreprise, c'est mon bébé. C'est mon bébé, oui. Et d'ailleurs, on voulait dire un truc à ce sujet, c'est que y a souvent l'idée que les femmes qui n'ont pas d'enfants, elles veulent absolument faire carrière. Qu'elles ont choisi la carrière plutôt que les enfants. Et je trouve qu'on le met souvent en avant sur des femmes qui ont fait une grande carrière. Ah, et bien si jamais elles n'avaient pas d'enfants. Tu vois, comme Kamala Harris, par exemple. Hein. Ouais. Ils le disent beaucoup. Enfin, oui, mais elle a une belle fille, donc ça va. Ouais. Oh, ça, c'est un truc. Ils l'ont quand même beaucoup dit, je trouve, qu'elle n'avait pas d'enfants, tu vois. Oui, oui. Et en fait, on voulait dire qu'il y a des femmes qui ne veulent pas d'enfants, mais qui ne veulent pas non plus faire carrière. Qui veulent juste être elles-mêmes, vivre leur vie tranquille, sans s'embarrasser d'enfants ou d'une carrière prenante. Et elles sont sans aucun doute très heureuses. Mais oui, mais rien foutre. Mais c'est ça, normalisons le fait de profiter de la vie, de faire des choses qu'on aime. Par exemple, de traîner un pyjama en regardant des films sur Netflix. Je vois pas en quoi ce serait mieux ou moins bien que de faire une carrière et ou de faire des enfants.
Je veux dire, il y a vraiment ce lien avec la société capitaliste que si tu te tues pas au travail et que tu fais pas d'enfants, bah, t'as raté ta vie, tu sers pas à grand chose. Ça me rappelle, tu sais, je sais pas si t'es sur TikTok ou les Instagram Reels ou comme ça, mais il y a un Reel qui tourne maintenant où c'est un voice-over, donc c'est les gens qui... Il y a une voix et les gens, ils font le... Ils mimiquent les lèvres derrière. Ouais. Et en fait, je crois que c'est un truc, c'est genre... What are you doing? I'm doing my best, Tom. I'm doing my best. Genre, qu'est-ce que tu fais? Je fais de mon mieux. Mais c'est vraiment ça, en fait, je trouve. C'est vraiment un bon moyen aussi de déconstruire une injonction. C'est de réaliser qu'on est toutes différentes et différents. Et en fait, que tout ça, ça contribue à garder les femmes dans leur position de dominée. Alors que finalement, on fait tout de notre mieux, en fait. Donc, lâchez-nous la grappe. Vraiment. Non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire... Moi, je fais de mon mieux, c'est pas la même chose que toi, c'est pas la même chose que la personne d'à côté. Et que ça soit un désir ou juste le fait que tu fais ce que tu peux, c'est tout à fait respectable. Déjà, on essaie de se maintenir en vie nous-mêmes, c'est déjà très compliqué. C'est ça, c'est déjà compliqué de se lever le matin, exagérons pas. Non, mais vraiment, moi, des fois, tu sais, je me réveille le matin et tu sais, je galère. Enfin, mon mec, il me donnait ça comme exemple hier pour un autre truc, mais la semaine dernière, il y a 2 semaines, là, j'ai dû retourner au boulot. On retourne au boulot quelques jours par semaine maintenant pour la première fois en 2 ans. Alors moi, aucune notion de combien de temps il faut pour me préparer le matin. Donc je me suis levée, pour être au boulot à 9h, je me suis levée au KLM à 8h30. J'habite à 35 minutes à pied. Du coup, je suis sortie du boulot. Je suis sortie de la maison, j'étais en catastrophe. J'ai pris mon ordinateur et tout. C'était 9h moins quart. Et j'étais là, ouais maman, je vais pas avoir le temps d'aller au boulot, donc j'ai pris un taxi. C'est l'avantage d'être à New York. Je me suis arrêtée à la rue, j'étais là, taxi! Et je suis arrivée à l'heure. Mais c'est quand même, pour moi, un luxe énorme et un privilège énorme de me dire... J'avais le réveil à 7h30, c'est juste que j'étais trop fatiguée, je l'ai remis. Et c'est un privilège aussi énorme. Et moi, en tout cas, actuellement, oui, c'est un choix. Je préfère avoir le luxe de mettre mon réveil à 8h30 plutôt que forcément avoir fait des enfants. Et je pense que c'est un choix qui est tout à fait respectable, tout aussi respectable que de voir 1, 2, 3, 4 enfants. Exact, absolument. Ouais. Et puis il y a aussi toute cette problématique, ça me fait penser autour du concept de regretter et de changer d'avis. Et moi je vois, quand je parle, ou quand j'ai des autres amis qui parlent ouvertement de leur désir de ne pas avoir d'enfants, de leur désir de non-maternité, que ce soit un désir qui est une finalité dans leur vie ou pour le moment, on entend souvent c'est « mais t'as pas peur de le regretter ?» ou bien « oui mais et si tu changes d'avis et que c'est trop tard ?» Ou alors son petit cousin, non mais tu es jeune, tu vas changer d'avis, qui est hyper paternaliste, comme si déjà une femme ne pouvait pas prendre de décision par elle-même et elle va forcément changer d'avis, ou comme si c'était une espèce de caprice qui passerait avec l'âge. Alors que non, ça peut juste être une décision, quoi, ouais. Vraiment, mais oui, c'est ça. Et puis en plus, il faut quand même qu'on réfléchisse aussi à cette notion du regret de ne pas avoir eu d'enfant. Parce que si on prend les choses rationnellement de la vie qui se déroule, si tu veux pas d'enfant à 30 ans, si tu n'en veux toujours pas à 35 ans, si tu n'en veux toujours pas à 40 ans, est-ce que vraiment on pense qu'un jour on va se réveiller, 45 ans, et là le regret va s'emparer de toi? Enfin, franchement, je sais pas, moi ça me laisse quand même un peu perplexe, ce truc de un jour tu vas te réveiller avec le regret. Si au fur et à mesure des années, c'est jamais venu. Ouais. Et puis, tu vois, ce truc, ce truc du regret, j'ai l'impression que c'est encore une épée de Damoclès qu'on nous met sur la tête pour nous pousser à faire des enfants à tout prix, alors qu'il n'y a quand même absolument rien qui nous a dit qu'un jour on va se réveiller en regrettant le choix de ne pas en avoir eu. Ou alors, je veux dire, et si on le regrette, ma foi, c'est un petit peu fâcheux, mais ma foi, voilà, c'est comme plein de trucs qu'on fait dans la vie en fait. Des fois tu regrettes des trucs que tu as fait ou que tu n'as pas fait, puis... Ouais, non, mais c'est ça. Et c'est vraiment un concept de se dire, si c'est une décision que tu as prise, même si après tu la regrettes, c'est un problème qui est avec toi et avec toi-même. Ouais, c'est ça. Ouais, je trouve. Mais bon. Donc maintenant, on va parler de 2 concepts, de l'horloge biologique et de l'instinct maternel, pour déconstruire un petit peu ce que c'est, ces 2 concepts qui induisent que les femmes sont des mères par nature. Donc, l'horloge biologique. Donc, l'horloge biologique, elle existe bel et bien. C'est elle qui régule tous nos rythmes circadiens, comme le sommeil, la température corporelle, la pousse des cheveux. Le concept se rapporte également donc, à la production d'hormones et effectivement à la capacité reproductrice des femmes. Cependant, l'idée comme quoi les femmes auraient soudainement envie de faire des enfants à 35 ans pour cause d'horloge biologique, c'est une blague. Il n'y a rien qui biologiquement ferait que les femmes auraient plus envie de procréer que leurs congénères masculins à partir d'un certain âge. Tic-tac, tic-tac. On me l'a fait,
On me l'a fait le tic-tac avec le doigt sur... Ah non, mais... chaud, quoi. Chaud. Par contre... Ça swatch. Elle n'avait pas de montre en plus. Et c'était une femme. Non, mais encore une fois. Purée. Par contre, donc tout à fait 200% vrai. Par contre, la société, elle modèle les femmes à vouloir devenir des mères. Hein, via l'éducation, via les jeux. Et les modèles de féminité. Et je mets féminité vraiment entre grands guillemets. Parce qu'il n'y a pas une seule forme de féminité. Mais vraiment, tout ça nous modèle. Hein, les médias, les injonctions qu'on se fait les unes les autres, etc. Et en apprenant aux petites filles que le rôle de la femme, c'est de se sacrifier, que c'est le rôle de la femme, c'est d'enfanter, etc., on prépare le terrain à en faire des futures mères et on prépare le terrain à les faire ressentir qu'elles pourront ne s'épanouir uniquement que dans la relation à l'autre ou en enfantant. Et en fait, la société, elle a créé un concept qui est fantastique, hein, qui s'appelle l'instinct maternel. Et c'est une autre vaste blague. Hein, dans cette fabuleuse partie de bingo géante qu'est la vie dans la société patriarcale. Et là, je vais citer Elisabeth Badinter dans son ouvrage qui s'appelle L'amour en plus. Elle dit « Au lieu d'instinct, ne vaudrait-il pas mieux parler d'une fabuleuse pression sociale pour que la femme ne puisse s'accomplir que dans la maternité ?» Parce qu'en fait, si on revient un petit peu en arrière, la définition d'instinct, c'est une impulsion qu'un être vivant doit à sa nature. C'est une tendance innée, une puissance commune à une espèce. Et c'est important d'entendre ce commune à une espèce. Ça implique en fait que c'est un processus qui serait déclenché spontanément, systématiquement, à tous les membres de l'espèce. Il y a vraiment cette notion de systématisme. Oui, exactement. Et il y a quand même 2 exemples qui illustrent parfaitement le fait que l'instinct maternel n'existe pas. Donc, toutes les femmes ne ressentent pas l'envie d'être mère. Et il y a de nombreuses mères qui racontent qu'elles ont mis du temps à aimer leur enfant. Donc, il serait probablement plus judicieux de parler d'amour maternel qui se construit. Et pas quelque chose qui est inné. Et puis, arrêter avec le concept d'instinct maternel, ça déculpabiliserait probablement toutes ces femmes qui ont mis du temps à tisser un lien avec leur enfant, et aussi toutes celles qui ne veulent pas d'enfant et à qui on rabâche à longueur de journée que ça va venir. Il n'y a rien d'instinctif dans la maternité. Les femmes, elles naissent pas avec le programme maternité dans le cerveau. Ah non, on n'a pas la science infuse quand il s'agit de s'agir une couche. Hein. Et c'est aussi le problème, c'est qu'on aurait soi-disant la science infuse pour changer la couche, et du coup, ça s'étend, comme on parlait avant, à de savoir où est rangé le carnet de santé, le carnet de vaccination, de se souvenir du nom de la prof de maths, de localiser les chaussettes de monsieur par télépathie depuis notre pièce de la maison. Non, mais c'est ça le problème, c'est que, soi-disant qu'on a un instinct maternel, et du coup on a aussi l'instinct de savoir où est-ce qu'il a le Tupperware pour le dîner du lendemain. Et je veux dire, regardez le règne animal, il y a plein d'espèces dans lesquelles le mâle, il s'occupe des petits. Hein. Je pense qu'on a tous et toutes un instinct de protection, il y a des gens qui l'ont sûrement un peu plus développé, etc., mais ça, c'est vraiment quel que soit notre genre. Si tu veux mon avis, honnêtement, ce concept d'instinct maternel, c'est juste une bonne excuse de plus pour les hommes d'en foutre le moins possible. C'est clair. Vraiment. Et je recite Elisabeth Badinter encore une fois, et en fait, elle nous explique que l'instinct maternel qu'on prend pour un déterminisme biologique, c'est en fait seulement un déterminisme social et culturel. Et elle dénonce aussi l'idée que la finalité de la femme, c'est l'homme, et par induction l'enfant. Et ça, c'est très important aussi. Encore une fois, on peut être une femme heureuse et accomplie sans l'équation mariage, enfant, chien et maison à la campagne, quoi. Non, mais c'est vrai. Et on voit aussi que, peut-être avec l'avènement des réseaux sociaux, peut-être parce que les mentalités changent lentement, mais changent quand même, de plus en plus de personnes revendiquent leur choix d'être des non-parents. Et c'est les child-free, justement. Les child-free, ouais, exact. On en a déjà parlé un petit peu avant, mais c'est vrai que du coup, les child-free, c'est un mouvement, si on peut dire, de personnes qui se revendiquent volontairement sans enfants. Leur choix, il est motivé par plusieurs raisons, hein, qui va du désir personnel de rester sans enfant pour s'occuper de soi, jusqu'à des préoccupations plus grandes comme l'écologie et la pollution de la planète et tout. Donc, on sait que les child-free ont toujours plein de raisons de ne pas avoir d'enfants, car c'est un choix qu'ils ou elles ont souvent mûrement réfléchi, les pour, les contre, et ils ont pesé les pour et les contre pour finalement prendre une décision. Et c'est rigolo qu'on pose presque toujours la question du pourquoi aux child-free, mais au final, on ne pose jamais la question aux parents. Pourquoi est-ce que vous avez fait des enfants ? Et si on questionne autant les child-free, c'est peut-être parce que c'est quelque chose qui est peu courant et finalement encore assez peu accepté dans la société. Ouais. Et tu sais qu'en préparant cet épisode, j'ai réalisé un truc. Il n'y a pas de beau français
pour désigner les child free. Mhm. Une femme qui a jamais eu d'enfant, elle est appelée nullipare. C'est hyper moche, hein, c'est comme la production d'enfants. Alors, c'est un mot latin, ça vient du latin lullus, qui veut dire aucun, et pario, qui veut dire engendrer, se reproduire. Mais c'est hyper froid, c'est scientifique. Et dans la même idée, on dit toujours des femmes qu'elles ne veulent pas d'enfants. D'ailleurs, on avait à la base titré notre épisode le non-désir d'enfant. Et c'est une construction de phrase qui est super négative et en fait qui renforce ce sentiment qu'on va à l'encontre de quelque chose. Alors moi j'essaye maintenant d'utiliser plutôt que non-désir d'enfant ou non-maternité, le désir de ne pas avoir d'enfant. Ouais, exactement. Il y a toujours une négation, elle est mise bien, plus loin, mais c'est ça, c'est pas que je veux pas avoir d'enfant, c'est que je veux ne pas être un parent. Ne pas en avoir. Tu vois, voilà, exactement. C'est une petite nuance, hein, mais c'est quand même important, je trouve, de... C'est important. Ça démystifie un petit peu le truc, je trouve. Et puis je vais aussi terminer sur une phrase de Gloria Steinem, qui est une journaliste féministe américaine, qui dit, alors je le lis en anglais, elle dit « Everybody with a womb doesn't have to have. Everybody with a womb doesn't have to have a child, any more than everybody with vocal cords has to be an opera singer. » Quiconque avec un utérus n'est pas obligé d'avoir un enfant, pas plus que quiconque avec des cordes vocales n'est obligé d'être un chanteur d'opéra. C'est vachement bien. Non, mais c'est vrai, je trouve que c'est très intéressant aussi, et quelque chose à déconstruire pour tout le monde, hein, y compris moi-même. Une femme n'aura pas forcément d'enfant. Et du coup, ça va nous amener aussi à parler du prochain sujet, qui est en fait le décalage entre la maternité des magazines et des réseaux sociaux et la maternité dans la vie quotidienne. Ouais, c'est ça. Ça, c'est quelque chose qui nous frappe beaucoup, c'est l'immense écart qu'il y a entre ce qu'on dit et ce qu'on entend de la maternité en général et ce qui en est véritablement. Si on en croit les magazines, par exemple, et ça depuis, en tout cas de mon côté, hein, depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, oui. J'ai l'impression que la maternité était facile, que c'était un long fleuve tranquille, plein de joie et de félicité. Je me souviens quand dans les années 90, il y avait beaucoup de photos de stars avec des petits bébés dans les mains, et puis je me disais, oh, mais ça a l'air tellement chouette et simple et épanouissant. Et bon, je ne sais pas si c'est la cause ou la conséquence de ce que montrent les médias, mais ça rejoint ce qu'on disait avant aussi, c'est que même les femmes entre elles ont tendance à ne pas avouer que souvent c'est dur, qu'elles n'en peuvent plus, qu'elles sont fatiguées. Et ça, en fait, de ne pas pouvoir dire ça, c'est quand même... On est dans un environnement qui est toxique, en fait, où on ne peut pas dire les choses et on montre que c'est génial et en fait, c'est dur. Et c'est normal que ça soit dur, pardon. C'est ça aussi, oui. C'est que de dire c'est que normal. C'est ça rend pas l'expérience moins fantastique et moins fabuleuse. Vous pouvez être hyper heureuse d'être mère et être ultra fatiguée. L'un peut aller avec l'autre finalement. Parce qu'il y a vraiment cette injonction de, en fait, on n'a pas le droit de dire qu'on est fatigué, qu'on en a marre de nos gosses le soir, tout ça, parce que sinon, on retombe à ce qu'on disait avant, mauvaise mère. C'est ça. Pardon, donc, je t'ai coupé. Non, c'est bon. On a déjà parlé dans notre épisode sur la presse, mais voilà, en tout cas pour moi, les magazines, ça avait vraiment contribué à me donner dans ma jeunesse une image idéalisée de la maternité. Et je trouve qu'on nous vendait vraiment ça comme l'idéal à atteindre. Et je me souviens que j'avais qu'une hâte, hein, c'était que ce soit enfin mon tour. C'est fou alors. Je suis hyper d'accord avec toi sur tout le long, sauf cette dernière phrase. Moi, je le voyais de côté, ça m'a jamais... Ah ouais. Non, d'accord avec tout le reste, mais alors par contre... Ça t'avait pas donné envie? Non, alors pas du tout. Pas du tout. Non, mais moi, l'horloge biologique, elle est cassée. Hein. Non, mais tu sais, c'est comme cet appel du ventre. Moi, ah ouais, non. Peut-être un jour, hein, je ne sais pas, mais pour l'instant... Mais tu ressens pas le... Non. Non. Non, mais on me l'a déjà demandé. Moi, j'ai des copines qui m'ont dit... Moi, j'étais comme toi, et un jour, je me suis réveillée le matin, et j'avais besoin d'un bébé. Ah bon? Là. Ah, c'est marrant. Non, moi, je me réveille le matin, j'ai besoin de me recoucher, j'ai besoin d'un whisky, mais pas d'un bébé. Non, et par rapport à ce que tu disais aussi, on voit aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup plus la vie des gens. Finalement, tout le monde partage absolument tout. Et alors, voilà, je peux pas comprendre ce que c'est que d'avoir un enfant, je le sais, mais moi j'ai quand même toujours un petit peu de mal quand je vois les choses, des choses du genre oh ma vie n'avait pas de sens avant d'avoir un enfant, ou oh ma vie commence enfin pour de vrai avec l'arrivée d'un enfant. Alors je respecte que c'est quelque chose qui puisse être ressenti.
Je respecte que tu as peut-être trouvé du sens à ta vie en ayant un enfant, mais en fait, ce concept de brandir ces phrases dans l'espace public, ça me pose un petit peu plus un problème parce qu'en fait, je trouve que c'est une autre injonction, c'est une autre couche de perpétuer cette histoire que tu te sens pas complète avant d'avoir eu un enfant. Je trouve. Ouais, et ça veut dire que les femmes sont pas complètes en fait avant, tu vois. C'est ça, vraiment. Ouais. Et je trouve que, pour moi, je comprends qu'on le fasse et ça vient sûrement d'un moment de grand bonheur, etc. Mais en parallèle, je trouve que ça met encore une fois en miroir l'un contre l'autre ce concept de moi j'ai trouvé la voie à ma vie parce que je suis un enfant et du coup toi tu l'as pas trouvé parce que tu en as pas. Je trouve que ça met ces deux choses en parallèle un petit peu. Et je trouve que c'est un peu problématique. Et d'ailleurs, on voit super rarement, voire honnêtement jamais, de pères écrire des choses comme ça sur les réseaux sociaux à la naissance. Et encore une fois, je pense que c'est pas une question de se flageller, c'est pas une question de pointer du doigt ou comme ça. Mais je pense que c'est quand même important, encore une fois, de voir ce qu'on transmet aux autres et à quel niveau de perfection, à quel niveau d'attente on tient les autres en disant et en postant des choses comme ça. Ouais. Je trouve. Ouais, tout à fait. Alors, grâce aux féministes, on voit enfin, on a l'impression, ce que représente réellement la maternité avec une vision quand même un peu plus juste, un peu plus proche de la réalité. Parce qu'on entend enfin des discours de femmes qui disent à quel point c'est difficile, qui parlent des nuits sans sommeil, qui parlent du postpartum, qui parlent du temps pour soi qui n'existe plus, de combien le couple et la vie, elles sont aspirées dans le tourbillon qu'est la naissance d'un enfant. Et puis, à ce sujet, on vous conseille l'excellent livre de Ilana Weissman qui s'appelle « Ceci est mon postpartum ». Ouais. J'ai lu « Ceci est notre postpartum », je crois. Ah ouais, « Ceci est notre postpartum ». Je sais pas. Oui. J'ai lu sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines une femme, je crois qu'elle parlait de dépression postpartum ou de baby blues ou comme ça, et il y avait plusieurs moments dans les commentaires, et je trouve que c'est important quand même de le souligner, qui disait pendant des années on a entendu que le positif, et là actuellement on n'entend que le négatif. Et il y a plusieurs moments qui disaient moi, il y a tout qui s'est bien passé, je sais que je suis chanceuse, mais il y a tout qui s'est bien passé, et qui disait je pense qu'il faut aussi faire attention de ne pas tomber dans l'écart inverse, qui est que de diaboliser le tout. Je pense que c'est aussi important de le dire. C'est super important de libérer la parole, mais c'est aussi important de se rendre compte que les expériences, elles sont uniques. Donc, attendons-nous à des choses positives et à des choses négatives, mais c'est vrai que je pense que c'est important aussi de ne pas tomber dans l'inverse. Et en parallèle, par contre, je pense quand même, sincèrement, que si les gens savaient réellement ce à quoi s'attendre, ou statistiquement ce à quoi ils pourraient s'attendre, je pense franchement qu'il y aurait moins de personnes qui feraient des enfants. Et on voit vraiment dans les sondages, il y a un décalage entre ce qu'on dit de la parentalité et ce qu'il y en est vraiment. Il y avait eu un sondage suisse sur le bien-être des individus et qui avait démontré en fait que le fait d'avoir un enfant, ça augmente le sentiment de bien-être, bien entendu, mais que c'est un sentiment qui s'estompe aussi assez rapidement, donc ça monte en flèche et ça redescend. Et puis, ils avaient catégorisé les personnes les plus heureuses, et il y avait les femmes célibataires en top, et ensuite les couples sans enfants. Et j'avais trouvé que c'était assez marrant. Encore une fois, c'est pas la règle, mais c'est une statistique et c'est une problématique qui existe. Sur un échantillon représentatif quand même. Et puis je crois que c'était la déclaration du bonheur subjectif ou du bien-être dans sa vie. Et puis voilà, les femmes célibataires et les couples sans enfants, c'est eux qui déclarent les plus hauts taux de satisfaction de leur vie en fait. Ouais. Et encore une fois, c'est pas pour dire ne pas avoir d'enfants, c'est mieux que de faire des enfants. C'est juste pour dire que il y a des gens, manifestement, cette statistique nous prouve qu'il y a des gens qui n'ont pas d'enfants qui sont heureux. Voilà, vraiment. Ça, déjà, et puis en plus, c'est quand même paradoxal qu'on nous vende la parentalité comme l'élément pour atteindre le bonheur total, en fait, plus quand même encore pour les femmes. Oui. Et on découvre que dans les faits, en fait, dans les sondages et tout, c'est pas le cas. Ouais. C'est quand on... ouais. C'est vrai. Ouais. Et puis donc avec cette parole qui circule dorénavant un peu plus et tout, on peut entendre tous les points de vue et puis ça nous permet un peu de changer les ressentis sur les événements qui se passent au cours de nos vies quand même. Par exemple, on peut entendre aujourd'hui qu'un avortement, ça peut être traumatisant et difficile à vivre, mais ça peut aussi se vivre hyper simplement, facilement et sans souffrance pour la personne qui avorte.
Tout comme on peut aussi entendre que la maternité peut être la plus belle expérience de la vie pour une femme, mais que ça peut être aussi une immense source de souffrance et parfois même un regret pour d'autres. Et ça, c'est ce qui est important pour nous dans cet épisode, c'est de parler de toutes les configurations possibles et de montrer qu'il n'y en a pas une meilleure qu'une autre, et surtout qu'une seule configuration, ça ne convient pas à tout le monde. Ouais. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire avec ce podcast, c'est de vulgariser, mais aussi de normaliser. Normaliser le fait de ne pas vouloir d'enfants, normaliser le fait d'en vouloir à tout prix, le fait de ne pas être sûr, le fait d'en avoir et que ce soit la plus belle chose du monde, ou en parallèle le fait d'en avoir et avoir envie de les balancer par la fenêtre à certains moments. Il n'y a pas une situation qui est meilleure que les autres. Normalisons aussi le fait, et ça c'est important, de haïr son rôle de parent. On va en parler dans un instant. On n'haït pas son enfant, on haït le rôle d'être parent, le fait d'être parent. Et il faut aussi, je pense, accepter le fait que certaines personnes se disent que si c'était à refaire, ben, elles ne le referaient pas. Exactement, oui. Et d'ailleurs, on a lu le livre Le regret d'être mère d'Orna Donat et c'était vraiment super passionnant. Donc si on résume grossièrement les témoignages, en fait, on voit que dans la plupart des cas, les mères, elles ne savaient pas exactement ce qui les attendait. Elles évoquent beaucoup l'ennui, la routine des tâches qui se répètent tous les jours et le fait que ce rôle ne participe pas à leur épanouissement. Elles parlent aussi du fait que, comme tu viens de le dire, elles ne regrettent pas leurs enfants en tant que tels, mais elles regrettent d'être devenues mères. Elles disent que, par exemple, si on pouvait juste enlever leurs enfants de leur réalité, elles le feraient, mais à aucun moment elles voudraient leur faire du mal ou les abandonner. Ouais. C'est juste, voilà, revenir en arrière, quoi. Ouais. C'est super important ce que tu viens de dire. J'aimerais juste préciser, quand on parle de regret maternel, vraiment, hein, je le répète encore une troisième fois, c'est vraiment ce regret qui touche au rôle de mère et pas à l'enfant lui-même. Hein. Les mères qui témoignent, elles disent qu'elles aiment leurs enfants, mais qu'elles n'aiment pas tout ce qui découle du rôle d'être mère, en fait. C'est une petite nuance, mais je pense que c'est une nuance importante. C'est vraiment, on aime l'individu, mais on n'aime pas le rôle. Et je pense aussi vraiment que le regret, il est aussi lié à cette exploitation dont on parlait plus tôt, cette exploitation des mères qui fait que tu deviens mère et qu'il y a absolument tout qui t'incombe. C'est ça, ouais. Et là, du coup, on va relire un tweet de Fab dont on parlait juste avant. Elle dit « C'est facile de voir les maltraitances de nos mères quand ce sont elles qui se sont occupées de nous. Repas, hygiène, vêtements, ménage, etc. C'est facile de donner le beau rôle à nos pères qui n'ont pas eu à se charger de tout ça et qui ont au mieux apporté une aide ponctuelle. Ouais. Les mères sont exploitées et si elles ne s'épanouissent pas dans leur exploitation, si elles osent parler de regret maternel, si elles regrettent ce rôle de mère qui les met dans cette position d'être exploitées, elles sont considérées maltraitantes, comme des monstres. Je sature de ce refus conscient d'admettre l'exploitation de la classe femme, de cette vision du regret maternel comme étant uniquement interne à une minorité de femmes qui vont à l'encontre de leur nature, d'empathie et d'amour sans aucune influence externe. Je sature. Voilà ce qu'elle a écrit. Et voilà, puis on voit aussi qu'on parle très peu de regret paternel. Hein, et Fab, elle dit que les pères, ils regrettent moins en général parce qu'ils ne s'impliquent pas ou de façon minime dans la vie de leurs enfants, ou voire même parfois ils les sortent complètement de leur vie. Ouais. Et de la même manière, ça m'a fait penser, de la même manière que tu peux faire un métier qui ne te plaît pas. Je veux dire, moi j'ai une première formation, ça ne m'a pas plu, j'ai changé. Le problème, c'est qu'une fois que tu as des enfants, pas trop les renvoyer d'où ils viennent. Hein. Non. Non, mais c'est ça, je pense qu'il faut vraiment... Si vous qui nous écoutez, vous avez toujours un problème avec ce concept de regret, voyez le rôle de parent comme un métier. C'est juste un métier que tu peux pas t'en sortir, quoi. Mais c'est vraiment ça, c'est pas le concept de l'individu, c'est vraiment ce concept de je regrette le métier de maman. C'est ça, ouais. Je pense que c'est ça qui est important. Bon, du coup, on arrive à la dernière partie de cet épisode. Hein. Comme à chaque fois, on a cherché des clés, des solutions, des pistes à vous donner pour déconstruire votre et notre vision du sujet. Alors, j'en ai parlé un peu plus tôt. Je me suis un petit peu agacée aussi sur le sujet. Je le répète, arrêtons de demander aux femmes quand ou si elles auront des enfants, que ce soit le premier, le deuxième ou le cinquième. Et moi, vraiment, s'il y a une chose que j'aimerais que les gens retiennent de cet épisode, c'est ça. Et vraiment, si ça vous démange ou que vous êtes trop curieux ou curieuse, pensez à toutes les autres raisons pour lesquelles les femmes ou les couples n'ont pas d'enfants. Infertilité, galère de procréation, fausse couche à répétition, maladie, etc.
Et dans le cas où on vous poserait quand même la question, ça arrive, comme je vous disais avant, ça m'arrive encore maintenant. Alors moi je me suis posé la question pendant des années de comment répondre. Alors je pense qu'il n'y a pas de solution miracle, mais on va trouver quelques pistes. On va vous proposer quelques réponses dans différents contextes. Et puis on espère que vous en trouverez une ou deux qui vous plairont. Exactement. Donc, on a simple, efficace, neutre. Et toi, Amy, est-ce que tu veux des enfants? Non, merci. Ça ne me tente pas. Vous pouvez aussi répondre je ne sais pas. On a simple, efficace et un poil agressif. Et toi, Amy, tu veux des enfants? Je ne sais pas. Probablement jamais. D'ici là, merci d'arrêter de me poser la question. La prochaine catégorie, c'est... Alors, oui. Cela ne te regarde pas. Ça marche aussi. Ou sinon, tu peux également répondre pardon? Ah non, autant pour moi. J'avais eu l'impression que tu m'avais posé une autre question dont la réponse ne te regardait également pas. J'aime bien, moi, celui-ci. Oui, il est bien. On a aussi la version passive-agressive. Donc, et toi, Amy, est-ce que tu veux des enfants? Pourquoi? Tu as enfin marre de ne parler que des tiens? On a poli et honnête. Et toi, Amy, est-ce que tu veux des enfants? Alors moi, ça, c'est celle que j'utilise le plus souvent. C'est ta question me met mal à l'aise et j'ai décidé que je n'y répondrai pas. Et en fait, j'apprécierais que tu me la poses plus. Ouais, c'est bien ça. Faut ça. On a aussi... Ça marche pas toujours, hein. Pardon. Ça n'empêche pas les gens de revenir à la charge plus tard. Mais en général, ça calme un peu les gens. Ça calme, ça assure la paix dans les chaumières. Et après, t'as quelques semaines ou mois de paix, quoi. Voilà. Il y a répondre à la question par une question. Donc, et toi, Amy, est-ce que tu veux des enfants? Eh ben, j'en sais rien. Et du coup, ça me fait penser de te demander à quel moment est-ce que toi, tu as décidé que tu en voulais des enfants? Mais c'est intéressant aussi parce que je pense que ça peut aussi ouvrir le dialogue et se rendre compte qu'on n'est pas au même moment dans sa vie aussi, peut-être, tu vois. On peut aussi répondre par une autre question, justement. Mais pourquoi, en fait, tu es si intéressée par ma potentielle progéniture? Ou bien, un petit peu d'humour. Écoute, je me renseigne et je reviens vers toi. Est-ce que tu as une deadline? Il y a un moment où tu as vraiment besoin de ma réponse? Et puis, en essayant d'en rire, donc, dernière option avec « Et toi, Amy, est-ce que tu veux des enfants ?» Alors, dès que j'aurai trouvé comment on fait, est-ce que tu as des suggestions, éventuellement? Peut-être. Ou alors, et ça c'est aussi une que j'utilise des fois, je me tâte et je dis « Ah, en tout cas, pas dans les prochains 9 mois. Hein, voilà. » Ouais, c'est bien. Ça marche. C'est bien. Parfois. Pas donc, toujours. pas toujours. Voilà, comme ça, vous pourrez un petit peu choisir celles qui vous conviennent. Donc, dans la même veine, il faudrait éviter les blagues et l'humour. « Oh, mais tu serais une si bonne mère » ou « Oh, mais tu changeras d'avis ». Enfin, au mieux, ça va agacer celles qui en veulent pas et au pire, ça va blesser celles qui en peuvent et qui ne peuvent pas. Oui, tout à fait. Et si quelqu'un vous dit « Alors, mais tu changeras d'avis », moi ça c'est aussi un truc que j'ai entendu 10 000 fois. J'ai entendu hier dans un podcast avec Bettina Zurli du compte « Je ne veux pas d'enfants ». On vous mettra toutes les informations en commentaire. Où elle dit que elle, quand on lui demande, quand on lui dit tu changeras d'avis, elle répond, alors ça marche un petit peu mieux si les gens ont déjà des enfants, mais dire mais peut-être que toi aussi tu changeras d'avis. Ça c'est drôle. C'est une bonne réponse aussi. Ouais. Donc aussi, encouragez-vous entre mères, arrêtons la compétition, aidons-nous les unes les autres. Ouais, ça c'est indispensable. Hein. C'est ce qu'on disait avant, on vit dans une société qui est faite par des hommes, pour des hommes, qui oppressent les femmes, et où tout est fait pour nous mettre en compétition et pour qu'on se déteste. Hein. Je pense aux magazines, on en avait parlé dans un épisode, au mythe de la belle-mère, belle-fille, de la marâtre, de la peste, au dictat de la mode, de la beauté, aux injonctions faites aux mères. Vraiment, 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 on n'est pas aidé par la société. Et en fait, tant qu'on continuera à être les unes contre les autres, on ne fera pas avancer le schmilblick, hein, finalement. C'est vraiment, pensez-y, encore une fois, diviser pour mieux régner. Ça marche du tonnerre. Et vraiment, aidons-nous, soutenons-nous et faisons bloc les unes avec les autres pour que peut-être les choses elles puissent avancer. C'est pas en étant les unes contre les autres que les choses elles vont bouger, malheureusement. Non, parce que d'ailleurs, tu vois, si on regarde ça dans l'autre sens, les hommes, ils se soutiennent tout le temps. La fraternité, le boys club,
Enfin, C'est ça. vraiment. Et c'est Ouais. ça qui contribue à Mais bien sûr. perpétuer le patriarcat. C'est qu'en fait, les hommes sont toujours comme ça, en train de s'épauler, et nous, on est tout le temps en train de s'entre-déchirer. C'est tellement Et important. aussi, tellement, vraiment. Ce qui est aussi important, c'est essayer de garder une vie à soi en tant que femme. Essayer de déconstruire cette posture de la mère sacrificielle qui serait la meilleure mère pour des enfants. Prendre du temps pour soi, c'est vital, c'est essentiel. Ça permet de se ressourcer et d'ensuite être plus en forme pour retourner vers ses enfants. Ouais, je pense qu'on est une meilleure mère quand on est heureuse, Mhm, quel que soit ce que heureux veut dire. mhm. Je pense qu'on est une meilleure mère quand on est heureuse que quand on fait tout comme il faut et puis qu'on n'y trouve pas son compte, hein, finalement. Ouais. Il faut aussi, je pense, déconstruire l'idée que féminité égale maternité. Il existe autant de féminité qu'il existe de femmes et aussi autant de raisons d'enfanter ou de ne pas enfanter. On en a parlé, il y a certaines qui ne peuvent pas parce qu'elles ont pour des raisons médicales. Il y a aussi un tas de femmes qui n'ont pas d'utérus. Mhm. Pas ou plus d'utérus. Et ça, c'est important. Je veux dire, les femmes trans, c'est des femmes aussi. Elles peuvent pas enfanter, mais ça reste des femmes à part entière. Je pense que c'est aussi très très important de penser à ça. Et quelle que soit la raison pour laquelle une femme n'a pas eu d'enfant, elle n'en est pas moins féminine pour autant. C'est ça, exactement. Et puis enfin, ça serait cool ça qu'on commence à féliciter nos amis pour tout leur succès et pas seulement dans le cas d'une grossesse. Des accomplissements de la vie, des choses, voilà, tout ça. Plein de trucs comme ça. Et dans un épisode, ça me fait penser à ça. Je sais pas si tu l'as vu, l'épisode de Sex and the City. Carrie, un épisode, elle va juste... Tu te rappelles? I'm not, Elle se fait c'est voler- ça. Ah non, Elle se alors fait attends. voler ses chaussures. Oui, alors oui, Non. oui, si, alors oui. Moi je pense à un autre, Et- mais vas-y. Et ouais, en fait, celui-là, je le trouve tellement parlant. Oui. J'en ai parlé plein de fois avec des copines. l'adore. C'est qu'en fait, elle va à une baby Une shower, baby shower. je sais pas quoi, Oui. et elle doit enlever ses chaussures. Et en fait, on lui vole ses chaussures. Elle doit enlever ses chaussures pour rentrer dans l'appartement. Puis du coup, après, elle est hyper saoulée. Et elle redit à la mère quelques jours après, on m'a volé mes chaussures chez toi. Et puis la mère, elle lui dit un truc du genre, ouais, arrête de me saouler. Moi, j'ai d'autres trucs en tête avec mes enfants et tout. Bah, le téléphone, Ah. déjà, il y a les gamins, remets ta culotte, l'autre qui est en train de manger du rouge à lèvres ou je sais pas quoi. Et puis elle lui dit, ah, t'as vraiment du temps à t'occuper Ouais. de problèmes qui sont pas sérieux. Enfin, moi j'ai 3 Voilà, enfants à c'est ça. m'occuper, voilà. Oh, j'ai cru. Exactement. Et puis du coup, Carrie, elle lui écrit une lettre ou je sais plus quoi, où elle lui dit voilà tout ce que j'ai dépensé dans ma vie comme argent pour toi pour fêter ton mariage, tes enfants, tes nanana, tes nanana. Du coup, moi j'aimerais, enfin je sais plus exactement. En hein, fait, mais elle c'est un fait, truc elle où fait dit- pire. Ça, elle en parle. Et en fait, J'aimerais elle se rend compte, elle envoie une... Parce qu'en fait, ici aux États-Unis, tu fais beaucoup des registries. Ça veut dire que tu te maries, tu as un bébé, etc. Tu registres chez Barney's, par exemple. Tu vas chez Barney's, tu tu fais dis une je veux ça, liste. ça, ça et ça. Tu fais une liste de naissance et les gens vont. Ouais. Et en fait, quand elle se rend compte justement ce que tu disais, de Oui, l'argent c'est ça. qu'elle a dépensé par rapport à cette personne, elle lui invite elle lui envoie une carte en disant, je crois que c'est écrit I'm not having a baby, I'm registered at Manolo Blahnik, parce que c'est des Manolo Blahnik ces chaussures. Ouais. Et en fait, la meuf, elle va à Manolo Blahnik et elle lui dit, elle arrive et elle dit, ah, je suis là pour Carrie Bradshaw. Et puis elle dit, oui, il y a une seule paire de chaussures, ces chaussures qu'elle s'est fait piquer, qui coûtent $350 pour Voilà, les remplacer. c'est ça. Ouais. Ouais, voilà, Mais c'est c'est ça. Mais bien, je trouve ouais. que cet épisode, il est génial parce qu'en fait, c'est vrai, on célèbre tellement ces trucs, Oui. des normes sociales en fait, Ouais. de la vie des gens. Et quand tu rentres pas dans ces trucs, en fait, on célèbre jamais ta vie à toi. Non. Tu vois? Enfin, Ouais. C'est ce qu'elle lui dit Samantha, parce que je crois qu'elle parle avec Samantha, elle lui dit... Non, c'est Charlotte. Charlotte, elle lui dit, you have a birthday? Genre, t'as un anniversaire? Puis elle était là, non, tout le monde a un anniversaire. Elle dit, moi, je parle Ouais. d'une fête, un truc pour moi, pour un truc que j'ai fait moi. Non, mais Voilà. c'est tout à fait ça. Non, moi, celui auquel je pensais, c'était celui de... avec Lainey, là, la meuf qui se met toujours à poil, qui est enceinte. Elles vont dans le New Jersey faire la baby shower. Et Ouais. Samantha, ensuite, Ouais. elle troll, I'm not having a baby party. Et en fait, ils sont tous bourrés, etc. Je pensais que c'était de ça que tu parlais, qui est aussi un épisode ouais. très drôle, où elle dit, Ouais. moi, elle m'a forcé à aller à ma baby shower, maintenant je vais faire une I'm not having a baby party. Ah Je trouvais oui, que c'était ouais, fun. ouais. J'avais bien aimé. Ouais. Mais tu sais que par contre, ici, ils font beaucoup maintenant des divorce parties. divorce party. Mhm. Ouais. Et je trouve, franchement, je trouve Ouais, que c'est cool. Je sais pas. Ouais, Je c'est trouve cool. C'est Trouve bien. aussi. Ouais. Franchement, je trouve Ouais. que c'est bien. Mais oui, Donc voilà, non, donc félicitons nos amis pour tout leur Oui. succès et pas seulement pour les grossesses. Et voilà. Ouais. Et puis voilà, donc pour terminer, on vous mettra quelques idées de podcasts, d'émissions et de livres et de comptes Instagram à suivre dans la description de l'épisode. Ouais. Bah, on arrive au bout. Déjà.
Enfin, déjà, je suis pas sûre, mais on espère que... Je sais pas, j'ai pas le compte, mais... on espère que cet épisode vous aura plu. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Vous écoutez cet épisode, ce sera début décembre. Il n'y aura pas d'épisode en janvier. Donc on se retrouve en février 2022 avec un épisode un petit peu spécial hors série. Venez nous voir sur Instagram, on vous donnera quelques informations, on préparera ça. Et puis ensuite en mars, on aura une discussion autour du Scum Manifesto de Valérie Solanas. À bientôt. Exactement. Donc à bientôt. À l'année prochaine. La blague pas drôle. À l'année prochaine.